Soignants et citoyens de retour de Gaza accueillis par le maire de Saint-Égrève en grève de la faim depuis le 31 mars. Ils sillonnent la France pour demander à l'État de faire cesser les bombardements d'Israël sur le peuple palestinien. La rénovation du quartier Mistral à Grenoble se poursuit. Les couleurs de la résidence U de la rue Albert Thomas disparaissent petit à petit. Mais l'accent est surtout mis sur la rénovation thermique et la réfection des halls et des logements. Et puis 14 sinistrés climatiques attaquent l'État français en justice pour défaut d'adaptation. Parmi eux, 2 Isérois, dont Jean-Raoul Plossu-Monteil, qui souffre d'épilepsie. Il nous expliquera son combat à la fin de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 16 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La mairie de Saint-Égrève accueillait ce midi un collectif de citoyens et soignants qui veulent faire pression pour que le droit international soit respecté en Palestine. Pour cela, ils ont entamé il y a 17 jours une grève de la faim et un tour de France. Ils étaient 15 au début à Marseille, 11 aujourd'hui, parfois rejoints par des personnes qui jeûnent une journée par semaine. Saint-Égrève est la première mairie à les accueillir avant leur prochaine halte à Genève. Nous avons vu de nos propres yeux des enfants tirés dans la tête, des journalistes explosés, des femmes enceintes tirées dans la tête, des enfants blastés. Et tout le monde reçoit l'information qu'on rentre sans médicaments pour les médecins, sans échographe pour les urgentistes, sans bistouri pour les chirurgiens. Donc voilà pourquoi nous sommes en grève de la faim, avec 3 points qui sont extrêmement clairs pour nous. Le premier, c'est bien entendu l'arrêt total de livraison des armes. Deuxième point qui n'est pas négociable, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la CPI. Le survol et le non-arrêt de M. Netanyahou du territoire français alors qu'il est poursuivi par un mandat d'arrêt de la CPI. C'est totalement contraire au droit international. Troisième point, qui est un point extrêmement important, pour mettre la pression sur un État qui ne respecte pas le droit, c'est la pression économique. La grève de la faim est une action non violente. Moi, je constate qu'au bout de 17 jours, en tout cas, ça m'a apaisé. Ça a apaisé ma violence, mais pas ma colère. Parce que j'ai vraiment très honte de ce pays, de nos hommes politiques, des médias. Plus on est nombreux et plus on fera entendre le respect du droit international et humanitaire. Parce que si demain on s'assoit dessus, c'est la fin de notre société, de notre humanité. Cette commune Saint-Égrève en Isère n'est pas une île en fait, et on est aussi attentif à ce qui se passe en France et à l'international. Et comme on a été attentif et comme on a fait aussi une conférence sur la question du conflit en Ukraine, on a souhaité aussi mettre en lumière en fait cette situation au Proche-Orient qui est aujourd'hui dramatique. Nous continuerons jusqu'à être hospitalisés. Nous continuerons. Nous sommes absolument déterminés. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 11 000 et 13 000 Palestiniens, dont 4 500 enfants, ont besoin d'une évacuation médicale d'urgence de l'enclave. Sans doute un nouvel épisode de violence dans le milieu du narcotrafic grenoblois. Un homme de 45 ans a été sérieusement blessé par balle un peu avant midi à hauteur du 50 Galerie de l'Arlequin à la Villeneuve. Il a été transporté au CHU. Selon le procureur de Grenoble, il faisait partie d'un groupe suspecté d'avoir tiré plusieurs coups de feu dans un logement un peu avant. Un homme a été interpellé quelques minutes après les faits et placé en garde à vue. Viens chez moi, j'habite chez une copine. 82 élèves de l'internat du lycée d'Échaud à Sassenage ont dû quitter leur chambre lundi après la découverte de particules de silice mises en évidence sur une zone restreinte du chantier en cours. Chantier qui a été suspendu. Les poussières qui peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires, provoquant des irritations et jusqu'à des pathologies plus graves. Selon le rectorat que nous avons sollicité, tous les élèves se sont vus proposer une solution dans d'autres internats jusqu'aux vacances. 5 ont fait le choix d'aller à l'hôtel, ils verront leurs frais remboursés. Mieux vivre à Mistral, ouvrir le quartier, donner une vue aux habitants, mais aussi prendre en considération leur choix. Quelques-uns des objectifs de la réhabilitation qui concernent en ce moment le fameux U. La montée 45 est la première à avoir bénéficié des travaux. Un chantier mené conjointement par le bailleur social Actis, la ville de Grenoble et la métropole Mirko Pesci. C'est la phase finale du projet de réhabilitation du quartier Mistral. Après les démolitions de nombreux bâtiments, dont les barrettes Drac pour l'élargissement de l'A48 et la réhabilitation des 3 tours en 2019, c'est le U qui est en pleine rénovation. Sont concernés les immeubles du 27 au 45 rue Albert Thomas. C'est avant tout un travail sur la thermique, avec l'objectif de baisser les charges des locataires et d'arriver à des bâtiments basse consommation, moins 20%.
pour permettre un gain de consommation de chaleur de l'ordre de 40%. Il y a un certain nombre d'adresses, des adresses du 41, 37, 35 et 31 Albert Thomas, dont le hall va être retourné. Sur les 160 logements du U, 128 sont rénovés et 32 ont été détruits pour un coût total de 15 790 000 €. En plus de ces travaux, les habitants ont la possibilité de rénover l'intérieur de leur logement, sol, peinture ou baignoire. Les travaux sont à la carte pour ces bâtiments qui datent des années 60. À l'époque, ce quartier, c'était un quartier à l'extérieur de Grenoble, au bord du Drac, au milieu d'espaces verts, la cité-jardin. Voilà. Et ensuite, donc, il y a eu toutes les étapes historiques de construction. Les HBM ont été démolis en 1958. Aujourd'hui, on est dans une troisième étape de transformation complète de ce quartier. On ne démolit plus, on ne démolit que partiellement. On essaie de réhabiliter les appartements, réhabiliter les espaces publics. Depuis 2001, 200 millions d'euros ont été investis pour désenclaver ce quartier. 2 écoles ont été réhabilitées, 2 centres de formation et 1 collège ont été construits. Mais malgré ces investissements, le quartier est toujours gangréné par le trafic de drogue. Donc c'est une amélioration qui ne résout pas tout. Ici, c'est une évidence. C'est le quartier le plus pauvre de l'Isère. C'est aussi, on le sait tous, le poids du narcotrafic. Mais améliorer la qualité de vie des habitants, les isoler notamment en été, c'est important. Et puis des conditions de vie, un environnement, on va dire, qui est propice à ces petites germes de vie associative qui sont là, cet engagement des habitants, cet engagement du service public qui est présent, cet engagement des acteurs culturels. On le voit avec le Prunier Sauvage, le festival Merci Bonsoir, donc beaucoup de richesses. Les habitants du U Mistral verront leur loyer augmenter de 6%. Prochaine rénovation, le bâtiment L. La fin de l'ensemble des travaux est prévue pour début 2027. Les hausses de loyer devraient s'équilibrer grâce à une baisse des dépenses énergétiques autour ensuite du bâtiment en L. Alors que le département de la Drôme vient de fermer 7 centres de santé sexuelle, le conseil municipal de Fontaine vient de voter la mise en place de l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse au centre communal Simone Veil. La prise de 2 cachets successifs peut se faire jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse. Une décision qui a fait l'unanimité et sera assortie d'un partenariat avec le CHU en cas de complications. L'an dernier, plus de 3800 personnes ont été reçues au centre de santé sexuelle de Fontaine. La question des violences est également importante avec 127 situations relevées, dont 29 avec des enfants. C'est une première dans un pays de l'Union européenne. 14 requérants, ONG et citoyens originaires de toute la France, victimes d'une manière ou d'une autre des conséquences du réchauffement climatique, attaquent l'État en justice devant le Conseil d'État. Dans le cadre de l'affaire du siècle, la France a déjà été condamnée à 2 reprises pour ses manquements à ses obligations dans la lutte contre le changement climatique. Cette fois, il s'agit de démontrer que le plan d'adaptation est insuffisant. Jean-Raoul Plossi-Monteil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un de ces 14 requérants. Vous êtes ingénieur au CNRS de Grenoble. Pourquoi est-ce que vous êtes un sinistré climatique ? Alors, personnellement, moi, je suis atteint d'une épilepsie qui fait suite à une méningoencéphalite que j'ai eue dans mon enfance. Et il se trouve que la population épileptique, qui compte quand même plus de 600 000 personnes en France, vit le réchauffement climatique d'une façon plus grave que la population dans son ensemble, avec des risques en particulier dans les moments de canicule qui peuvent être très graves pour la population épileptique. Comment ça se manifeste, par exemple ? Alors, on note une hausse de la fréquence des crises d'épilepsie, de la durée des crises, également des symptomatiques parfois plus graves dans la population épileptique, ce qui amène les épileptiques à devoir trouver, quand ils le peuvent, des mécanismes de compensation, de mise à l'abri, mais tout le monde ne le peut pas. Vous par exemple, vous avez déménagé. Alors, oui, pour quitter Grenoble et ces températures un peu. Plusieurs années dans le centre-ville de Grenoble, et avec parfois des effets de chaleur qui devenaient insupportables. Et ça m'a amené à déménager pour aller plus au nord, dans le Grésivaudan. Et vous avez pu déménager, c'est pas le cas. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu cette occasion qui s'est présentée à moi, que j'ai pu prendre, mais qui le peut. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette action en justice ? Alors, au départ, si vous avez suivi, l'affaire du siècle est partie d'une pétition il y a plusieurs années. Et moi, j'ai suivi le dossier avec ses différentes étapes.
jusqu'à arriver finalement à l'étape actuelle, qui est celle par rapport au plan national d'adaptation au changement climatique. Et voyant quand même la faiblesse de son contenu, j'ai souhaité témoigner pour dire, sur des projections à 10, 20, voire 50 ans, on va vers quelque chose qui est inadmissible, et en particulier pour les populations handicapées. Donc il y a vous êtes 12, oui c'est ça, 11 plus Oxfam, plus Greenpeace, plus l'affaire du siècle. Voilà. Vous avez donc déposé un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous avez rencontré les autres sinistrés? Alors, certainement à l'occasion de la préparation de ce petit clip qu'on vient de voir, mais... Alors, ce sont les ONG qui ont déposé le recours. Nous, ensuite, en tant qu'individus, nous apparaissons en tant que témoins. Donc, nous apportons du témoignage individuellement. Pour ce qui me concerne, ça va concerner la santé. Pour d'autres personnes, ça concerne des problèmes dans le bâtiment. Oui, parce que certains cumulent les inégalités. Voilà, on peut le voir. Et je dirais que le réchauffement climatique tel qu'il est, c'est aussi quelque part un amplificateur des inégalités. Et je crois que ce sont les populations les plus fragiles qui en souffrent le plus. La communauté épileptique fait typiquement part de cette minorité qui est plus atteinte que la moyenne. Il y a un autre citoyen grenoblois qui est témoin dans cette affaire et qui, lui, habite dans un logement social et a un handicap moteur également. Également, donc lui est handicapé moteur. Il a quelques difficultés pour se déplacer et il habite dans un logement social, mais qui est avec une qualité d'isolation assez ancienne, assez mauvaise. Non, il n'a pas encore bénéficié du programme de réhabilitation comme on l'a vu tout à l'heure. C'est long. C'est ça. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'obtenir des indemnisations financières, mais d'obliger l'État à agir, c'est bien ça? Absolument. On n'est pas dans une recherche d'indemnisation pour compenser de façon financière un préjudice, mais réparer le préjudice à sa source. Et donc un respect du plan national d'adaptation avec toutes les mesures à prendre pour améliorer le territoire, améliorer le lieu de vie, les possibilités des uns et des autres pour se préparer et préparer aussi ce que nous allons léguer à nos enfants en termes de territoire, d'habitat, etc. Parce que vous ne le faites pas que pour vous, en fait, vous le faites pour les générations futures. Voilà, bien au-delà de la portée personnelle, c'est avant tout pour la population dans son ensemble aujourd'hui, mais également les populations qui seront nos descendants et qui vont arriver d'ici quelques décennies. Est-ce que vous avez des exemples comme ça du plan d'adaptation qui sont inadaptés ou justement des mesures que vous souhaiteriez voir prises? Alors, je ne l'ai plus dans son ensemble en tête, si vous voulez, mais j'en retiens quand même, par exemple, sur les transports, je crois qu'il y a un effort qui serait à faire pour redynamiser le transport ferroviaire, les transports en commun en son ensemble. Oui, il y a quelque temps, on a entendu parler d'un RER, notamment dans l'agglomération métropolitaine, puis pour l'instant, les crédits sont gelés, et plus rien. On l'attend toujours. De la même façon, il serait intéressant de reboiser la France, parce qu'on sait que c'est la forêt qui protège aussi et qui sert de réserve d'humidité et de fraîcheur. Et je pense que ça fait partie de l'ensemble. Mais quand je parle de reboiser un pays, on est sur des échelles et des projections en termes de décennies. Il faut voir un petit peu plus loin. Et justement, vous savez que ça peut prendre du temps, ce genre de recours. Exactement. Mais je crois que si, effectivement, il peut y avoir du temps et de l'attente, néanmoins, je préfère avancer lentement plutôt que de rester dans un immobilisme qui pourrait nous être fatal. Et justement, que peuvent faire ceux qui auraient envie d'agir mais qui ne sont pas dans cette action? Alors, il y a toutes les actions personnelles qui commencent à être connues. Je citais l'exemple des transports, par exemple, sur le changement d'usage du transport, des changements au niveau de l'habitat, de l'alimentation. Mais je crois néanmoins que l'implication associative a aussi son importance parce qu'on le voit dans le cadre de l'affaire du siècle, c'est justement par le biais d'associations que le recours a pu être déposé. Et donc je pense que les personnes peuvent aller s'impliquer dans des associations. Merci beaucoup Jean-Raoul Plossu-Monteil. Je rappelle que vous êtes l'un des 14 sinistrés climatiques qui attaquent l'État en justice.
Et quelques idées de sortie pour enchaîner. L'abécédaire de Boris Vian, adapté de son unique œuvre jeunesse, à voir jeudi soir à l'Arrosoir à Vorep. Des personnages apparaissent sur scène désorientés. Ils ont perdu la mémoire. Ils ne savent même plus comment ils s'appellent. La quête de leur prénom, Jean-Raoul ou Marie-Caroline par exemple, les mènera à voir leur spectacle de façon loufoque et surréaliste pour les spectateurs de 5 à 105 ans. Pour les ados dès 13 ans et leurs parents, la compagnie de l'Arbre présente à l'espace 600 à Grenoble Alerte blaireau dégâts. Un monologue intense d'un jeune lanceur d'alerte sur YouTube et son combat pour sauver la forêt de son enfance. Un spectacle qui questionne sur la façon dont les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour se faire entendre, proposé dans le cadre du festival Ado. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Le temps de votre jeudi dans quelques secondes avec un léger mieux dans l'après-midi. On se quitte en musique avec Gnawa Diffusion. Le groupe fondé à Grenoble par Amazik Kateb sera à l'affiche de la 24e édition du festival Magic Bus jeudi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Excellente soirée à tous.